Bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Marie, doctorante en éducation à l'Université de Sherbrooke. À part de mon doctorat, je suis fondatrice du Centre de services pédagogiques et familiaux Pédagoman et future diplômée en éco-éducation par la nature et intervenante de soutien auprès des familles. Donc, aujourd'hui, ma présentation concerne une partie de mon projet de thèse où, dans le cadre de mon doctorat, je m'intéresse à la promotion du développement global des enfants d'âge préscolaire pour les préparer à la maternelle. Donc, les personnes qui ont assisté à ma présentation hier, ça se peut qu'il y a un peu de répétition au début par rapport à la problématique, mais ne vous inquiétez pas, beaucoup de nouveautés dans la deuxième partie. Ma présentation aujourd'hui est vraiment hors piste. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de la problématique de ma recherche. Je veux parler de deux volets, le volet recherche, le volet pratique, et comment le volet recherche m'a amené vers un seul chemin. Et par la suite, le volet pratique m'a montré différents chemins. Je vais parler de l'écart entre la recherche et la pratique, ainsi que les différents impacts au niveau politique, scientifique, pratique, plus les pistes pour renforcer la collaboration entre chercheurs, praticiens et décideurs. Donc, comme vous le savez, l'entrée à l'école est une période importante, mais sensible pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui vont rencontrer des difficultés d'adaptation sociale et scolaire liées à des vulnérabilités développementales. Selon les données de l'ECDEM 2022, 28,7% des enfants sont considérés comme vulnérables dans au moins une de leurs dimensions de développement. Et en fait, les données en 2012, c'était 27%. Et là, en 2018, la stratégie 0,8 ans a été mise en place pour cet objectif-là, l'augmentation à 80% le pourcentage des enfants qui font leur transition scolaire sans avoir de vulnérabilité dans leur dimension développementale. Alors que les données en 2022 ont montré que c'est toujours, cette vulnérabilité-là est toujours en augmentation. Pourquoi la stratégie gouvernementale n'arrive pas à atteindre ses objectifs? Donc, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs enjeux. Tout d'abord, il y a le manque de places dans les services de garde éducative au Québec, la difficulté de rejoindre les enfants isolés, vulnérables, et il y a un ensemble d'enjeux liés au développement des enfants et à leur préparation et transition scolaire. Là, c'était le sujet de ma présentation hier. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un sujet tout à fait différent. Donc, pour actualiser la stratégie 0,8 ans, ce qui est mon objectif général, j'ai découvert dans la littérature scientifique que l'Organisation mondiale de la santé recommande que pour actualiser une stratégie, c'est important de l'alimenter par un programme d'intervention. Donc, je suis allée faire une recension des écrits sur les différents programmes permettant la promotion du développement global des enfants. Et là, j'ai trouvé que les programmes qui ont eu des effets avantageux sur le développement de l'enfant, ce sont des programmes basés sur une approche écosystémique. Donc, j'ai trouvé 6 programmes internationaux et 3 programmes canadiens et québécois. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé à ressortir et à identifier les différentes caractéristiques centrées sur les enfants, sur les parents et sur la communauté. Donc là, mon objectif spécifique de recherche était l'identification des caractéristiques des programmes permettant la promotion du développement global des enfants d'âge préscolaire pour les préparer à la maternelle et que ces programmes devraient être selon une approche écosystémique. Et à ma surprise, une fois arrivée dans le volet pratique où j'ai rencontré 17 acteurs clés en petite enfance au Québec, qui avaient des profils variés allant du domaine ministériel, domaine de la recherche, en enseignement universitaire, dans le domaine communautaire, agent de transition scolaire et tout ça. Donc, j'ai fait des entrevues semi-dirigées avec eux. Et là, j'ai commencé à voir les belles surprises qui m'ont poussé même à repenser mes objectifs de recherche. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 3 exemples par rapport à ça. Le premier exemple. Comme je viens de le dire, la stratégie gouvernementale rencontre des enjeux et nécessite une actualisation. Dans la recherche, l'actualisation se fait par un programme d'intervention basé sur une approche écosystémique. Une fois j'ai rencontré les participants, il y avait des personnes qui étaient d'accord, mais il y avait des personnes qui m'ont dit « Nous ne sommes pas d'accord avec cette idée. » OK? Pourquoi?
parce que selon eux, on a au Québec de très beaux programmes. On n'a pas besoin encore plus d'autres programmes. Et là, ils ont proposé d'autres alternatives, d'autres initiatives euh, concernant ce sujet-là. Donc, tout d'abord, ils ont dit, on peut, au lieu de créer un nouveau programme, on peut créer une stratégie collective qui englobe tout ce qui existe déjà et bâtir sur ce qui existe déjà, pour ne pas avoir de répétitions et pour profiter de l'expertise qui a été déjà mise en place. Deux, se coordonner pour toutes les familles. Donc, la concertation entre les différents réseaux, les milieux ministériels, communautaires, scolaires, donc tout le monde se bat. Et là, il y a une chose très importante. Au lieu d'aller élaborer un programme selon notre vision comme chercheur ou comme décideur, aller sur le terrain et voir quels sont les besoins des familles, partir de ces besoins-là et élaborer ce qu'on veut élaborer comme stratégie. Ah oui, c'est ça, c'est une stratégie. Et la troisième est très intéressante. C'est que les universités et les students, donc là, on parle plus au niveau des décideurs universitaires, devraient mieux préparer notre personnel car il existe un écart trop important entre la formation initiale et les besoins réels sur le terrain. Et si je peux vous donner un exemple de ma propre expérience, je travaillais comme auxiliaire d'enseignement dans les années 2017-2019 à l'université, dans la faculté des sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Et là, j'ai donné un cours sur la problématique en petite enfance. Dans le plan que je dois respecter comme enseignante et que je n'étais pas d'accord avec, c'est qu'on parle des problématiques, mais on ne parle pas des solutions. Donc, comment on va outiller cette future enseignante pour travailler avec les enfants? Et ceci m'a poussée pour aller faire une formation non universitaire en coaching familial pour avoir des outils pratico-pratiques pour travailler avec les enfants. Donc, moi, je trouve que c'est important d'intégrer ces choses-là, ces outils pratico-pratiques, ces solutions dans la formation universitaire, équiper et outiller les futurs enseignants pour qu'ils puissent accompagner les enfants à l'école. Je vais vous présenter un témoignage réflexif aussi qui m'a poussé à avoir beaucoup de remises en question. C'est que la stratégie gouvernementale 0-8 ans, si on va regarder les papiers, on va voir que c'est une stratégie élaborée par 3 ministères. Le ministère de l'Éducation, de la Santé et de la Famille. Par contre, sur le terrain, il y a des participants qui m'ont dit, en réalité, il n'y avait pas une réelle concertation entre les 3 ministères. Et ça paraît aussi dans la pratique. C'est qu'on voit que dans la stratégie 0-8 ans, la période de la petite enfance a été élargie. Avant, c'était 0,5 ans, maintenant, c'est 0,8 ans. Par contre, si on regarde dans le milieu pratique, on travaille toujours avec la tranche d'âge 0,5 ans. Donc, c'est un écart très important entre ce qu'on planifie au niveau des stratégies politiques et ce qu'on voit sur le terrain et on applique. C'est quoi l'impact de ça sur le terrain? Selon ce témoignage-là, les intervenants se sentent perdus en raison du manque de cohérence entre les différentes orientations. L'absence d'harmonisation entre les instances engendre des difficultés concrètes pour les professionnels œuvrant directement auprès des familles. C'est quoi la proposition? C'est que la stratégie doit être alignée avec les structures existantes pour assurer une meilleure cohérence et efficacité. Donc, pas seulement écrire sur des papiers des belles théories, mais les mettre en place aussi. Je passe au deuxième exemple. Et là, vraiment, c'est l'exemple qui m'a poussé à repenser mes objectifs de recherche, même mon sujet de doctorat. C'est que dans la recherche, on parle beaucoup de la difficulté à rejoindre les familles vulnérables dont les enfants ne fréquentent pas les milieux de garde éducatifs, les enfants isolés. Et selon les données de la recherche, il y a 14% des enfants qui sont isolés, on ne sait pas où sont-ils. Alors que, en parlant avec ces acteurs clés, j'ai découvert, préparez-vous à la surprise, que une participante qui a un poste administratif au niveau de la direction des milieux communautaires, elle m'a dit, nous,
dans les milieux communautaires, surtout dans le réseau des haltes-garderies communautaires, on a 25 000 enfants au réseau. Et c'est dans les centres pour femmes, les maisons de la famille, les centres d'immigration, au milieu d'enseignement. Et ces milieux-là offrent un réel accompagnement. Ils collaborent avec le CLSC et les autres partenaires pour faciliter la transition vers la maternelle de ces enfants et réduire leur vulnérabilité. C'est quoi? C'est où l'enjeu? Ce réseau, souvent absent de données de recherche. Et c'est pour ça que je n'ai pas vu cette information dans la recherche. C'est quoi l'impact? C'est que certaines familles restent absentes des données de recherche. Et là, nos données ne vont pas être vraiment rigoureuses. Et la proposition, c'est l'intégration, c'est la reconnaissance de la valeur des savoirs de terrain et d'impliquer les acteurs de terrain, surtout en milieu communautaire, dans la recherche. Je vais aller plus vite parce qu'il me reste encore 5 minutes. Je vous partage aussi un dernier témoignage réflexif. Il y a une personne, chercheur, qui m'a dit que l'enjeu, ça c'est au niveau politique, l'enjeu ne réside pas dans l'établissement du lien avec les familles, mais plutôt dans la capacité à faire le pont entre les services offerts et cette connexion existante. La véritable difficulté est de convaincre les instances gouvernementales que ce lien avec les familles est réel et actif. Alors que dans les données de la recherche, on dit souvent qu'on n'a pas on peut pas rejoindre ces familles-là. C'est quoi l'impact? Si ce pont n'existe pas, les barrières d'accès aux services vont persister. Et ces familles ne vont pas avoir accès aux services qui leur sont offerts. D'où l'importance comme proposition de susciter l'intérêt des familles non rejointes et structurer une démarche. C'est ça, structurer une démarche afin de les encourager à fréquenter davantage les CPE. Un autre aspect tout à fait différent, c'est que puisque les ministères travaillent en silo, ceci amène à des doublons de financement. Parfois, pour un même projet, on va avoir plusieurs financements différents. Et là, on parle d'un enjeu très important, c'est qu'il y a un manque de financement pour les milieux communautaires. Alors, si on travaille en concertation, on met les financements à leur place. Donc, chacun va avoir le financement qui correspond à son projet. On ne va pas avoir des doublons. Ceci va permettre à financer en plus le réseau des haltes-garderies communautaires qui pourrait ainsi rejoindre jusqu'à 70 000 enfants, ce qui permet à apporter une solution au manque de place dans les services de garde parce que le réseau est très flexible et permet cet accueil pour les enfants. Le dernier exemple, concernant la préparation scolaire, on dit souvent que les enfants qui sont isolés, donc ils ne fréquentent pas des milieux de garde, comment on va les préparer? Dans la recherche, il y avait une proposition de les préparer chez eux à domicile, avoir des visites à domicile par l'intervenant. Par contre, dans le milieu pratique, cette idée a été refusée par plusieurs personnes. Pour différentes raisons, je ne peux pas les expliquer par manque de temps maintenant, mais j'ai choisi une pour aujourd'hui, c'est que le domicile n'offre pas les conditions idéales pour soutenir le développement global de l'enfant, notamment en ce qui a trait à la socialisation. Et les initiatives proposées étaient de passer par les organismes communautaires familles. Mais comment? En apportant un soutien financier à ces organismes pour qu'elles puissent exercer leur rôle auprès des familles et avoir une concertation entre les différents réseaux. Donc, pour terminer, mon étude m'a permis d'observer l'écart entre la recherche, la pratique, les politiques, et d'où l'importance de vraiment, et la solution qui apparaît dans mes résultats, c'est de créer ce pont entre les différents réseaux, mais un pont solide pour investir dans le monde de la petite enfance et assurer l'égalité de chance à tous les petits. Merci.